César prit d'assaut plus de 800 places fortes, soumit 300 tribus, combattit 3 millions d'ennemis, fit 1 million de cadavres et emmena 1 million de prisonniers. Plutarque. Je m'appelle Marcus Junius Brutus. J'ai 40 ans. Je suis magistrat à Rome. J'ai longuement hésité, mais maintenant c'est décidé. Dans un instant, je vais tuer un homme que j'aime et qui me considère comme son fils, Jules César. Jules César. Rien que le nom, ça évoque tellement de choses. Général brillant, homme politique redoutable, écrivain même, dictateur. C'est une figure immense, presque écrasante. Absolument. Et la question, c'est comment l'homme derrière ce mythe a pu... comment a-t-il pu grimper si haut? Partir d'une famille patricienne, certes, mais un peu sur le déclin pour finir maître de Rome? C'est ça qui est fascinant. Et pour essayer de comprendre, on va se plonger aujourd'hui dans pas mal de documents, c'est ça? Oui, on a un éventail assez large. Des biographies, bien sûr, qui essaient de cerner le personnage, des analyses militaires très poussées sur ses campagnes, J'imagine. des textes aussi sur le contexte politique, économique de l'époque, et puis, évidemment, il y a ses propres écrits, les fameux commentaires. Ah oui, mais là, il faut lire entre les lignes, j'imagine. Donc notre but, c'est vraiment d'aller chercher les clés, comprendre cette ascension fulgurante, sa prise de pouvoir, comment il a navigué dans cette république romaine finissante, pleine de pièges. Exactement. Quelle stratégie, militaire, politique, qu'est-ce qui explique son succès, Dupe? Alors, allons-y. Commençons par le commencement, ses origines, les racines de cette ambition dévorante. Alors, Caius Iulius César. Il naît en 100 avant Jésus-Christ, dans l'agence Iulia, une très vieille famille patricienne. Excusez du peu, il se disait descendant de Vénus. Ah oui, quand même. Un sacré pédigré ou... Impressionnant, oui. Mais concrètement, sa branche de la famille avait perdu pas mal d'influence politique à ce moment-là. Par contre, un lien familial va être hyper important. Lequel? Sa tante Julia. Elle était mariée à Marius, Marius, le grand général, celui qui n'était pas de la vieille noblesse. le chef des populares. Précisément. Et ça, politiquement, ça le positionne d'emblée du côté de cette faction qui s'appuyait sur le peuple. Et il faut se représenter Rome à cette époque. C'est une compétition politique acharnée, non? Féroce, c'est le mot. Le pouvoir, il est tenu par la nobilitas, cette élite sénatoriale patricien, mais aussi riche plébéien. Eux, ils contrôlent les magistratures, le top, c'est le consulat. Et pour grimper les échelons, le fameux cursus honorum. Il faut des alliances, beaucoup d'argent et une ambition. À toute épreuve, quoi. C'est un système très compétitif. Même si des hommes nouveaux, comme vous disiez Marius ou Cicéron, pouvaient percer. Oui, ils pouvaient émerger, mais les vieilles familles gardaient un poids énorme. Et le jeune César, lui, il vise très haut, très tôt, semble-t-il. On raconte cette anecdote, non? Devant la statue d'Alexandre le Grand. Ah oui, à Gadès. Il aurait pleuré en pensant qu'au même âge, lui, César, n'avait encore rien accompli de comparable. Bon, l'âge exact varie selon les sources, mais l'idée est là. Ça montre déjà cette quête de gloire. Clairement, une ambition précoce. Et cette ambition, elle va éclater au grand jour en 63 avant Jésus-Christ, avec son élection comme grand pontife. Ah, ça, c'est un coup de maître politique. La plus haute charge religieuse, alors qu'il est jeune, moins de 40 ans, et il bat des poids lourds comme Catulus. Comment avais-tu fait son compte? C'est un mélange d'audace et de bonnes circonstances, disons. Les règles d'élection avaient changé juste avant. Ah. Ce n'était plus une cooptation entre prêtres, mais un vote du peuple, des comices. Et César, il était déjà populaire. Il joue cette carte popularesse à fond. Malin. Mais ça suffit pas, s'il perd. Non. Ce qui ressort beaucoup des sources, même celles qui lui sont plutôt favorables, c'est l'argent. Énormément d'argent dépensé en corruption. Ah oui. Et d'où venait cet argent? En grande partie de Crassus, l'homme le plus riche de Rome. D'accord. C'était un pari risqué pour César, alors? Très risqué. Il était criblé de dettes. Il y a cette phrase célèbre qu'il aurait dite à sa mère en partant voter. « Je reviens grand pontife ou je ne reviens pas. Ça veut dire quoi, je ne reviens pas? » S'il perdait, il était ruiné. Il aurait sans doute dû s'exiler pour fuir ses créanciers. L'échec n'était pas une option. Incroyable. Et ce poste de grand pontife au plat du prestige religieux, ça lui donne quoi concrètement? C'est pas juste symbolique, hein. Ça donne un contrôle sur le calendrier officiel, l'interprétation des présages. Tout ça, c'est des leviers politiques super importants à Rome. Pour influencer, pour bloquer des décisions. Je vois.
Une première démonstration de son habileté politique? Exactement. Utiliser toutes les ressources possibles. Et la même année, 63, c'est aussi l'année de la conjuration de Catilina. Gros moment de crise à Rome. Oui, une tentative de coup d'État matée par Cicéron, qui est consul cette année-là, mais l'ambiance est tellement délétère que César se retrouve soupçonné. Soupçonné de complicité? Ouais, par qui? Par ses ennemis politiques, bien sûr. Catulus, notamment, l'accuse. Et Cicéron, il fait quoi? Il ne donne pas suite. Est-ce qu'il n'avait pas de preuves ou est-ce que c'était un calcul politique de sa part? Difficile à dire. Mais ça montre bien le climat de l'époque, hein. Suspicion, intrigue permanente, César navigue déjà en eau très trouble. Et il va continuer, avec une audace folle. Quelques années plus tard, en 60, il met sur pied une alliance décisive, le premier triumvirat. Voilà, une entente privée, secrète au début, avec les deux hommes les plus puissants du moment. Pompée, Le grand général couvert de gloire, immense prestige militaire, oui. Et Crassus, le richissime financier. exactement. L'objectif, c'est clair, contourner l'opposition du Sénat, des optimates, la faction conservatrice. Et César, dans cet attelage, Il est la cheville ouvrière, vraiment. Lui, il a besoin de la gloire de Pompée, de ses vétérans à qui il faut des terres. Il a besoin de l'argent de Crassus, de son réseau, et eux, ils ont besoin de quoi de César? de son habileté politique, justement, pour faire passer leurs propres intérêts face à un Sénat qui leur est souvent hostile. C'est un accord gagnant-gagnant pour eux trois. Et ça fonctionne, hein? Ça fonctionne très bien. L'année suivante, 59, César est élu consul. Ah oui, mais les optimates, ils ne le laissent pas faire tranquillement, j'imagine. Non, ils réussissent à lui imposer comme collègue Bibulus, gendre de Caton, un opposant farouche de César. La cohabitation s'annonce tendue. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle va pas durer longtemps. César a une priorité. Faire voter une loi agraire pour les vétérans de Pompée. C'est crucial pour l'Alliance. Et Bibulus s'y oppose. Évidemment, il essaie de bloquer par tous les moyens, y compris l'obstruction religieuse. Il annonce qu'il va observer les présages depuis chez lui, ce qui, en théorie, devait tout suspendre. Une tactique classique, Mais César, il passe outre. carrément. Comment ça? Il ignore l'obstruction de Bibulus, il convoque les assemblées populaires et fait voter sa loi directement. Bibulus essaie de protester physiquement, il se fait malmener par les partisans de César. Ah oui, violent quand même. Assez. Du coup, Bibulus, humilié et peut-être effrayé, se terre chez lui pour tout le reste de son consulat. Donc, de fait, César gouverne seul. En pratique, oui. Il s'appuie sur le peuple, sur les tribunes de la plèbe qui lui sont favorables, comme Vatinius. Il défie ouvertement les institutions et les traditions républicaines. C'est un moment clé, ça. Il révèle sa détermination, mais aussi une certaine brutalité politique, non? Absolument. C'est un tournant. Il fait passer ses lois, celles de ses alliés. Et surtout, à la fin de son consulat, il s'assure d'obtenir ce qu'il veut pour la suite. C'est-à-dire? Un commandement militaire exceptionnel. Le proconsulat des Gaules. Pour 5 ans, renouvelable. Et c'est là que s'ouvre le chapitre suivant, celui de la conquête. La Gaule, vaste programme. Comment ça se présente quand César arrive là-bas en 58? C'est pas du tout un pays unifié, hein. C'est une mosaïque de peuples celtes, souvent rivaux les uns des autres. Rome a déjà sa province au sud, la Transalpine, la Provence actuelle en gros. D'accord. Mais au-delà, c'est ce que César appelle la Gaule chevelue. Il y a des tensions internes, bien sûr, et aussi une menace extérieure qui monte, les Germains dariovistes. Qui se sont installés où déjà? En Alsace, à l'appel d'un peuple gaulois, les Séquanes. Et Rome, elle a une politique complexe. Elle est alliée avec certains Gaulois, les Éduins notamment, mais elle est aussi alliée avec Arioviste lui-même. Ah oui, c'est compliqué. Plutôt une politique prudente jusque-là. Oui, Rome évitait de trop s'impliquer directement au-delà de sa province. Le souvenir des invasions des Cimbres et des Teutons était encore là. Et c'est César qui va changer tout ça. Exactement. Il prend prétexte d'abord de la migration d'un peuple gaulois, les Helvètes, Oui. puis de la présence d'ariovistes pour intervenir militairement, dès 58. Il n'attend pas. Est-ce qu'il avait déjà l'idée de conquérir toute la Gaule à ce moment-là? C'est la grande question, non? C'est le débat classique, oui. Si on lit ses commentaires, il présente toujours ses actions comme défensives ou préventives pour protéger Rome ou ses alliés. La version officielle. Voilà. Mais quand on analyse ça de plus près, en croisant avec d'autres sources, avec les événements, difficile de ne pas voir une ambition personnelle énorme derrière. La recherche de la gloire, du butin. Exactement. La gloria militaire et l'argent, c'était indispensable pour sa carrière politique à Rome. Alors, est-ce qu'il visait une domination indirecte au début? C'est possible.
Et c'est l'échec de cette approche qui l'aurait poussé plus loin. Peut-être, notamment face à la grande révolte de Vercingétorix. L'idée d'une annexion complète s'est peut-être imposée progressivement. Parlons de ses commentaires sur la guerre des Gaules. C'est une source incroyable, écrite par l'acteur principal. Mais c'est aussi de la propagande, on l'a dit. Oui, et quelle propagande! C'est un chef-d'œuvre de communication politique. Le style est sobre, précis. Ça donne une impression d'objectivité. Alors que c'est très orienté. Bien sûr, il justifie tout ce qu'il fait, il minimise ses échecs ou les met sur le dos des autres. Et il se met constamment en valeur, son courage, son génie tactique. Une pépite qu'on peut en tirer, c'est de voir comment il construit cette image, justement. Tout à fait. Par exemple, il insiste énormément sur sa rapidité d'action, la fameuse céléritas. C'est sa marque de fabrique. Oui. Mais il passe beaucoup plus vite sur l'énorme travail logistique derrière. Le ravitaillement en blé, par exemple. Sans une organisation impeccable, ces légions n'auraient jamais pu bouger aussi vite. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. Et militairement parlant, c'est quoi les clés de ces succès? Cette rapidité, donc? Oui, la céléritas. Mais aussi une capacité d'adaptation remarquable. Il s'est changé de tactique. Par exemple? Face aux Vénètes, en Bretagne armoricaine, leurs navires sont plus solides, eh bien son lieutenant Decimus Brutus invente des sortes de faux pour couper les cordages de leurs voiles. Génial. Ah oui. Dans les sièges, il est redoutable. Avaricum, l'actuelle Bourges, est prise malgré une défense gauloise acharnée. Et puis, bien sûr, le sommet, c'est Alésia. On y viendra. Mais il y a aussi la qualité de l'armée romaine elle-même, l'imagine. Fondamental. Les légions, c'est une machine de guerre incroyablement efficace. Discipline de fer, entraînement poussé, équipement standardisé et performant. Le pilum, le glaive. Et il faut ajouter les troupes auxiliaires. C'est-à-dire? La cavalerie gauloise ou germaine, les frondeurs des Baléares, les archers crétois. César sait utiliser toutes les compétences disponibles. Mais cette conquête, elle est aussi connue pour sa brutalité. Oui, il ne faut pas l'oublier. La guerre antique est brutale, par nature c'est certain. Mais César utilise aussi la terreur de façon très calculée. C'est-à-dire comme un outil politique. Exactement. Quand il fait massacrer tous les sénateurs vénètes après leur révolte, ou quand il anéantit quasiment les Éburons après la révolte d'Ambiorix, ce sont des messages très clairs envoyés aux autres peuples gaulois. Pour briser toute envie de résistance. Voilà. Et dans ses commentaires, il mentionne ces actes assez froidement, souvent comme des nécessités militaires ou politiques. C'est glaçant parfois. Le grand tournant de cette guerre, c'est donc la révolte générale de 52 avant Jésus-Christ, menée par Vercingétorix. Lui, c'est un adversaire d'une autre trempe. Ah oui, clairement. Vercingétorix, il réussit l'exploit d'unifier une grande partie des Gaulois contre César. Et il adopte une stratégie très intelligente. Laquelle? La politique de la terre brûlée. Priver les légions romaines de ravitaillement en détruisant tout devant elles. Il évite aussi la bataille rangée où il sait les Romains supérieurs. Avaricum pour ses réserves de blé. Et surtout, il subit un vrai revers devant Gergovie. Un échec qu'il minimise dans ses écrits d'ailleurs. Évidemment, il met ça sur le compte de l'indiscipline d'une légion, mais c'est un vrai coup dur. Vercingétorix a marqué un point. Mais l'erreur fatale des Gaulois, ça va être de se laisser enfermer où? À Alésia. Vercingétorix et son armée principale se réfugient dans cet oppidum, pensant pouvoir tenir un siège et attendre une armée de secours. Et là, César réalise son chef-d'œuvre tactique. Oui, le fameux double siège d'Alésia. Il construit une ligne de fortification tournée vers l'intérieur pour assiéger Vercingétorix et une autre ligne tournée vers l'extérieur pour se protéger de l'immense armée de secours gauloise qui arrive. Incroyable. Assiégeant et assiégé en même temps. C'est ça. Et les Romains tiennent bon. Grâce à leur fortification, leur discipline, César est partout. Il galvanise ses hommes. Finalement, l'armée de secours est repoussée, vaincue. Et c'est la fin pour Vercingétorix. Oui, il n'a plus le choix. Il se rend à César de manière assez théâtrale, selon les récits. La Gaule est définitivement vaincue. 8 ans de guerre acharnée. Le bilan pour César, il est colossal, non? Immense. D'abord, une gloire militaire inégalée à Rome. Ensuite, des richesses considérables. Butin, esclaves, de quoi rembourser toutes ses dettes et acheter encore plus de soutien politique. Et surtout, peut-être, Surtout, une armée. Des légions de vétérans aguerris qui lui sont totalement dévoués. Ils ont tout partagé avec lui pendant 8 ans. C'est sa force. et ça qui commence à faire vraiment peur à Rome. Exactement. D'autant que le paysage politique a changé. Crassus est mort, en Orient, en 53. Le triumvirat n'existe plus vraiment. Non.
Et Pompée, l'ancien allié, s'est rapproché du Sénat conservateur. Eux, ils voient d'un très mauvais œil ce proconsul tout-puissant avec son armée personnelle aux portes de l'Italie. La confrontation devient inévitable. Oui. Début 49 avant Jésus-Christ, le Sénat lui lance un ultimatum. Il doit déposer son commandement militaire, licencier son armée et rentrer à Rome comme simple citoyen. Ce qui veut dire se livrer à ses ennemis politiques. Qui l'attendent pour lui faire un procès, c'est sûr. Pour sa gestion pendant son consulat, pour la guerre en Gaule, il risque la condamnation, l'exil. C'est le moment de vérité. Il refuse. En janvier 49, il prend la décision fatidique. Il franchit avec une partie de son armée le Rubicon. Un petit fleuve qui marquait la frontière entre sa province et l'Italie proprement dite. Exactement. En franchissant cette limite en armes, il se met hors la loi. C'est une déclaration de guerre civile. Et c'est là qu'il aurait prononcé la fameuse phrase « Alea jacta et ». Le sort en est jeté. Ou, selon d'autres sources, citant peut-être un poète grec, Ménandre, que le dé soit jeté. L'idée est la même. C'est l'heure du pari ultime. Et là encore, on voit l'homme de communication. Il justifie son acte, il dit qu'il défend son honneur, sa dignita, les droits des tribunes de la plèbe qui ont été chassés de Rome. Oui, il utilise des prétextes légalistes, républicains même. Mais derrière, il y a bien sûr la volonté de ne pas perdre le pouvoir qu'il a acquis. Et sans doute, l'ambition de le prendre totalement. La guerre civile commence. Et comme en Gaule, sa stratégie, c'est la vitesse. Toujours. La céléritas. Il fond sur l'Italie. Pompée et une bonne partie des sénateurs sont complètement près de court. Ils n'ont pas d'armée prête en Italie. Ils paniquent et s'enfuient en Grèce pour organiser la résistance. L'Italie tombe sans combat majeur. Presque. Ensuite, c'est une série de campagnes éclairs à travers tout le bassin méditerranéen. Il bat Pompée de manière décisive à Pharsale en Grèce en 48. Pompée s'enfuit en Égypte où il est assassiné. Oui. César arrive ensuite en Égypte, c'est là qu'il rencontre Cléopâtre, une autre histoire. Puis, il règle son compte à Pharnace, un roi du Pont, en Asie mineure. C'est après cette victoire fulgurante qu'il envoie son fameux message. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ça résume bien le style césarien. Ensuite, il doit encore combattre les derniers partisans de Pompée en Afrique, victoire à Thapsus en 46, et enfin en Espagne, à Munda en 45, contre les fils de Pompée. C'est la dernière bataille, très dure d'ailleurs. Et en 45, c'est fini. Il est le maître incontesté de Rome et de son empire. Comment il organise ce pouvoir? C'est une dictature. C'est là que ça devient intéressant et un peu flou. Beaucoup d'historiens parlent d'une forme de tâtonnement. Il accumule les titres républicains, mais en les détournant. Comment ça? Il est consul, année après année. Il se fait nommer dictateur, d'abord pour 1 an, puis pour 10 ans, et juste avant sa mort, peut-être même dictateur à vie. La dictature, c'était une magistrature normale à Rome, non? Oui, mais exceptionnelle et limitée dans le temps. 6 mois maximum en principe, pour gérer une crise grave. Là, César la rend permanente. C'est une rupture fondamentale. Il cherche une nouvelle forme de régime, en fait. Il semble chercher une solution stable, oui, mais il n'a pas de modèle clair. Ce n'est plus vraiment la République, mais il n'ose pas restaurer officiellement la royauté. Le mot « roi » est tabou à Rome depuis des siècles. Et comment il gouverne au quotidien? Il est souvent absent de Rome, non? Oui, il passe beaucoup de temps en campagne, même après la guerre civile. Il délègue pas mal à ses proches. Marc-Antoine, par exemple, son maître de cavalerie, qui gère Rome pendant certaines de ses absences. Pas toujours avec succès, d'ailleurs. Une des choses qui frappe, c'est sa politique de clémence envers ses anciens ennemis. Ah oui, ça, c'est un de ses outils politiques majeurs. Et ça contraste énormément avec les dictateurs précédents, comme Sylla, qui avait fait des purges sanglantes, les proscriptions. César, lui, il pardonne. Il pardonne à beaucoup d'anciens Pompéens, Cicéron par exemple, et même des futurs assassins, comme Brutus ou Cassius. Il leur donne même des postes importants, prêteur pour 44. Pourquoi cette clémence? C'est sincère ou c'est calculé? C'est sans doute les deux, mais c'est surtout très politique. C'est une façon de désarmer l'opposition, de rallier une partie de l'ancienne élite, et de projeter une image de modération, de réconciliation après la guerre civile. Une clémence qui a quand même ses limites. Oui, bien sûr. Quand il célèbre un triomphe à Rome après sa victoire de Munda sur les fils de Pompée, ça choque beaucoup, parce que c'est une victoire sur des citoyens romains. Normalement, on ne triomphe que des ennemis étrangers. Et il y a aussi son attitude envers Caton d'Utique. Ah, Caton, son opposant le plus irréductible. Le stoïcien qui s'est suicidé à Utique, en Afrique, pour ne pas devoir la vie sauve à César. César écrit ensuite un pamphlet très violent contre lui, l'Anti-Caton. La clémence ne s'appliquait pas à tout le monde, visiblement. Et à côté de ça, il lance de grandes réformes. Oui, il est aussi administrateur.
Il y a des mesures sociales pour la plèbe de Rome, distribution de blé, de terre, de grands projets de construction. Il facilite l'accès à la citoyenneté pour les provinciaux. Et puis la fameuse réforme du calendrier julien. Celui qu'on utilise encore à peu de choses près. Exactement. Il met aussi en place une politique de colonisation pour installer ses vétérans. Et il multiplie les honneurs personnels. C'est là que ça commence à coincer. Oui. Statues à son effigie, partout, temples dédiés à sa clémence, on lui décerne des titres quasi divins de son vivant. Ça alimente la crainte qu'il ne veuille devenir roi. Le Sénat, lui, perd tout pouvoir réel, il ne fait plus qu'approuver les décisions de César. Et c'est cette crainte de la royauté qui va le perdre. C'est le motif principal invoqué par les conjurés en tout cas. Une conspiration se forme au cœur même du Sénat, menée par des gens comme Brutus et Cassius, qu'il avait pourtant pardonné et promu. Ironie tragique. Oui. Ils décident de passer à l'acte. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, les fameuses Ides de mars, en pleine séance du Sénat, ils l'entourent et le poignardent. 23 coups de poignard, dit-on. Il meurt au pied de la statue de son ancien rival, Pompée. La fin de César. Les conjurés pensaient avoir sauvé la République. Ils pensaient être des tyrannicides, des héros libérateurs. Mais en réalité, sa mort va déclencher l'effet inverse. C'est-à-dire, Ça ouvre une nouvelle période de guerre civile encore plus terrible que la précédente. Les conjurés sont très vite dépassés par les événements. le peuple romain ne les suit pas? Non, au contraire. Le peuple et l'armée restent très attachés à la mémoire de César. Marc-Antoine et surtout le jeune Octave, fils adoptif et petit-neveu de César, vont prendre la relève. César sera même divinisé officiellement peu après sa mort. Et c'est Octave, le futur Auguste, qui finira par l'emporter et fonder l'Empire. Exactement. La mort de César n'a pas sauvé la République, elle a précipité sa fin et l'avènement d'un nouveau régime. Alors finalement, quel héritage il laisse, Jules César? C'est une figure extraordinairement complexe et qui reste très controversée. D'un côté, un génie militaire et politique absolument indéniable, un administrateur compétent, charismatique. Et de l'autre? De l'autre, un conquérant brutal qui a causé la mort de centaines de milliers de personnes, et l'homme qui a, consciemment ou non, détruit 500 ans de République romaine. Son parcours fascine toujours, ses stratégies sont encore étudiées. Et comment l'historiographie, la recherche actuelle le perçoit? Est-ce qu'on le voit toujours comme le fondateur visionnaire de l'Empire? Ça a pas mal évolué. Au XIXe siècle, oui, on avait tendance à le voir comme ça. Aujourd'hui, on met plus l'accent sur son opportunisme de génie peut-être, sa capacité incroyable à exploiter les crises, les failles d'un système républicain qui était à bout de souffle. Il n'avait pas forcément de plan précis pour l'après? C'est ce que beaucoup pensent. Une lecture attentive des sources suggère qu'il a surtout été brillant pour détruire l'ancien ordre, mais qu'il n'avait peut-être pas de vision très claire de ce qu'il fallait mettre à la place, ou pas eu le temps de la mettre en œuvre. Ce serait plutôt Auguste alors, l'architecte de l'Empire romain. Oui, aujourd'hui on considère plutôt qu'Auguste, en tirant les leçons des échecs de César et des horreurs des guerres civiles, a été le véritable constructeur du nouveau régime, le Principat. Il a été plus patient, plus rusé peut-être. Donc, pour résumer cette trajectoire folle, une ambition immense née dans les crises de la République, une conquête de la Gaule menée de main de maître mais avec une brutalité certaine, une guerre civile gagnée grâce à l'audace et la vitesse, et une dictature qui tente de créer un ordre nouveau mais qui est stoppée net par l'assassinat. C'est une bonne synthèse, oui. Et son histoire, elle continue de nous parler aujourd'hui, je crois. Sur l'ambition, la nature du pouvoir, comment les institutions peuvent s'effondrer, la manipulation de l'opinion, la guerre. Ce sont des thèmes qui restent très actuels. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens, une piste pour aller plus loin. César a été absolument génial pour conquérir le pouvoir suprême. Mais avait-il vraiment la vision ou même juste le temps d'imaginer un avenir stable pour Rome après avoir abattu la République ? Ou est-ce que sa mort, finalement, n'a pas paradoxalement laissé le champ libre à Auguste, lui permettant de réussir là où César, peut-être un peu dépassé par sa propre victoire, n'avait fait qu'esquisser des solutions ? La question reste ouverte.